Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. À tous, bienvenue, mesdames, messieurs, les assises de PLM à Lédio. Adoubé de tout le temps, c'est pratiquement à leur procès qu'on eut droit ces derniers jours. Aura jeté le pavé dans la mare, Jacques Ayadi. Mais ce n'est pas tant les propos du directeur général du ministère des Infrastructures et des Transports qui auraient fait dresser les cheveux sur la tête. Plutôt, relèvent nombre d'analystes, ceux du président du parti politique qu'il est. La conférence nationale assimilée à un poison lent censé porter d'une telle allégation. Mesdames, Messieurs, c'est le fil d'Ariane de ce numéro de votre émission Débat. Laissons analyse avec un éditorialiste et un expert en gouvernance d'État. Thème en débat, conférence nationale de 1990. Réellement, un poison lent pour la République. Nos invités du jour, Eloge Francis Attadé, secrétaire général du réseau des experts en gouvernance et les membres de l'IPSIA qui travaillent pour l'expertise en termes de gouvernance et de projection pour une république, dit-on, plus prospère. Eloge Francis Attadé, bonjour à vous. Bonjour Joël. Merci de répondre à notre invitation. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous pour opiner sur une question aussi sensible, touchant notamment à la démocratie béninoise et surtout à l'historique conférence des forces vives de la nation. En tout cas, le plaisir est partagé. En face de vous, Vincent Folly, qui n'est plus à présenter. Un autre témoin de cette grande assise. Éditorialiste, il est le directeur de publication de la Nouvelle Tribune, on aura de cesse de le dire, le quotidien qui manque toujours à l'appel dans les cursus. Le nom de Dieu, c'est le temps, dit-on. Il attend patiemment. Vincent Folly, bonjour à vous. Bonjour Joël. Et merci de répondre à notre invitation. C'est toujours un plaisir d'être ici. Le plaisir est partagé. Alors, la conférence nationale de 1990, que de laurier. Mais ces derniers jours, on l'a entendu et suivi, ce qui était aperçu pour certains comme un lapsus, l'auteur de repréciser. Il ne s'agit pas d'un lapsus, mais une déclaration assumée. Jacques Ayadi, c'est son nom. Il est le président du parti Moël Bénin. Monsieur Eloge Francis Attadé, vous l'avez suivi. Surpris, étonné? Je crois que j'ai été très surpris parce que, d'abord, je voudrais vous rappeler que je suis un historien de formation. Oui. Alors, en tant qu'historien, je me dois de restituer la vérité historique. Et venant d'un chef de parti et notamment d'un cadre béninois qui ambitionne de diriger le Bénin dans les années à venir, je me suis dit que c'était extrêmement grave comme déclaration. Et j'ai entrepris une démarche extrêmement grave. Extrêmement grave parce que là, en tant qu'historien, je ne peux pas admettre qu'on fasse un braquage contre l'histoire du Bénin, notamment l'histoire politique et l'histoire récente. Ça fait 31 ans que nous avions célébré évidemment cette conférence, en fait, les 31 ans de conférence nationale, avec les conclusions qui ont permis évidemment de sortir le Bénin de l'état d'impasse dans lequel il se trouvait en 1989. Donc la situation qui prévalait avant qu'on aille à la conférence était une situation suffisamment grave. Donc la conférence est venue comme une soupape. C'est comme une aubaine qui a permis de remettre le Bénin sur les rails. Et cette conférence, vous savez, en 90, a été comme la rampe de lancement du Bénin sur la scène internationale, au point que en Afrique, nous sommes devenus une bonne école. Vous savez que cette conférence a fait tellement école que la plupart des pays africains ont fini par nous imiter et par nous emboîter le pas. Donc l'expérience du Bénin a donné à l'Afrique et ça a permis de changer un peu la donne. Donc nous avions été un des baromètres des grands changements intervenus sur le continent africain. Et qu'un chef de parti en vienne à dire que cette conférence était un échec et que c'était un marché de dupes, je crois que c'est une méconnaissance tout simplement de l'histoire. Après avoir suivi, j'ai échangé avec quelques amis qui le connaissaient. J'ai dit, mais écoutez,
Si ce n'est que ça, dans quel esprit l'a-t-il dit? Dès lors que lui et moi avions fait un peu le combat politique ensemble, C'est ça. je voudrais vous dire que... Une confidence? Mais oui, ça c'est une confidence. Et puis il le sait puisque je lui ai écrit. J'ai dit que, Président, vous et moi avions fait le Fonds citoyen pour la sauvegarde des acquis démocratiques ensemble. Et qu'est-ce que vous avez répondu? Et ce fonds, nous l'avions créé en 2012. C'était dirigé par le doyen Antoine Dechenou. Et les causes pour lesquelles nous avions créé le fonds, c'était que la démocratie était mise en mal. Et il fallait sauver les acquis démocratiques. Et qu'il en vienne aujourd'hui à dire que la conférence nationale et tout ce qui a suivi était un marché de dupes et que c'est un poison lent, j'estime que c'était suffisamment grave. Et j'ai voulu savoir quel est l'esprit en fait qui l'a animé. Parce que là, je me suis dit, ou c'est une méconnaissance de l'histoire, tout simplement, ou c'est une ignorance sereine de ce qu'a été la conférence nationale. Et sa réponse a été quoi? Il m'a dit qu'il était dans une émission et qu'il me reviendrait. Il vous est revenu? Je constate qu'il ne m'est plus revenu. Jusqu'à présent. Parce que c'est il a compris que c'était suffisamment grave et qu'il n'y a pas d'autre chose, à moins que la question lui soit adressée par surprise. En tout cas, l'homme persiste et signe. Il aurait pu être sur ce plateau, mais il a souhaité rencontrer des chefs de partis politiques ou deux grands éditorialistes à la fois face à lui. On espère qu'on aura à lui donner cette occasion. Pour l'instant, ça bat encore de l'aile. Monsieur Vincent Folly, vous l'avez suivi. Pour l'éditorialiste, témoin de ces assises, vous en êtes aussi offusqué? Joël, je suis gêné parce que l'auteur de la phrase que vous nous donnez sur laquelle vous nous donnez à réfléchir est un ami. Il est? C'est un ami. C'est un ami à vous. Et c'est toujours gênant de parler d'un ami quand il n'est pas là. Ça aurait été mieux qu'il se trouve en face de moi et que nous puissions discuter. Et parce qu'entre amis, on ne doit pas se faire de cadeaux. Ce n'est pas parce qu'on est des amis qu'on ne doit pas se dire la vérité. La vérité, elle est même amicale. C'est l'un des traits. C'est un ami. Est-ce que vous vous êtes fait le plaisir d'essayer de contacter votre ami après l'avoir entendu? Non, Jacques, il sait pourquoi je ne peux pas l'appeler. Il a fait son choix. Le mien m'est chevillé au corps et il connaît le mien depuis toujours. Moi, je veux dire simplement, pour ne pas personnaliser le débat, que je suis en phase avec mon vis-à-vis, M. Attadé, et sur ce qu'il a dit. Et je crois que les marxistes ont un nom pour ce genre de propos que prêter à notre ami. C'est le révisionnisme. Quand les marxistes parlent de révisionnisme, ils savent ce qu'ils veulent dire. Et pour nos téléspectateurs? Pour nos téléspectateurs, c'est que quoi? Il y a une vision de l'histoire que tout le monde connaît. La conférence nationale, c'est un moment historique pour notre pays. Et quand on en vient à dénigrer ce moment historique, à le traiter moins que ce qu'il était, c'est du révisionnisme. Et c'est extrêmement grave. On parle de révisionnisme dans les thèses, par exemple, contre l'hitlérisme, qui a été le plus grand crime contre l'humanité dans les années 40, dans les années 30 à 45, qui ont amené la guerre mondiale. Vous avez vu, quand on dit révisionnisme, c'est qu'on veut réviser l'histoire. On veut réviser l'histoire. Et les propos de Jacques que vous venez de citer et que mon ami a jugé d'extrêmement grave, c'est un signe des temps. Un signe des temps? Oui, c'est un signe des temps. De quel signe s'agit-il? Il y a des gens qui ont intérêt à occulter comment on peut dire, les bienfaits de la conférence nationale, c'est pour parler court. Des gens ont intérêt à montrer que la conférence nationale n'a été qu'un épiphénomène dans notre histoire. Ils ont intérêt parce que ce qu'ils font actuellement va dans le sens de ce qu'ils veulent que le pays soit. Et il ne faut pas leur permettre de penser cela. Notre ami est revenu sur le moment historique. La conférence nationale n'est pas venue par hasard. C'est venu comme le couronnement des luttes que les gens ont menées pour que le pays ne fonctionne plus dans le monolithisme, pour qu'il n'y ait plus la pensée unique et que la liberté de penser, la liberté d'expression soit la règle.
la liberté d'organisation soit la règle, c'est tout. Si on ne retient pas ça, on n'a rien compris de la conférence nationale. La conférence nationale n'est pas venue comme un cheveu sur la soupe. C'est Kérékou qui a géré le pays pendant 17 ans avec ses acolytes de pseudo-marxistes qui ont voulu envoyer le pays, qui ont mené le pays dans une dérive qui a plongé le pays dans le chaos. Et heureusement, on a eu ce personnage, Kérékou, qui a compris que les choses ne pouvaient pas continuer ainsi et qui a dit « faisons, regroupons-nous ». Nos amis communistes de l'époque qui menaient une lutte, et grâce à eux, c'est grâce à cette lutte que nous en sommes venus là, nos amis communistes ont refusé de participer. C'était une erreur. Ils ne l'ont jamais reconnu jusqu'à présent. Mais ils devraient le reconnaître un jour comme une erreur. S'ils avaient été là, ils auraient fait chose. Parce que la conférence nationale, si ça n'avait pas eu lieu, je crois que le régime du PRPB serait encore au pouvoir. C'est-à-dire, si ça n'avait pas connu la conclusion que ça a connue, et si Kérékou n'avait pas accepté de suivre les orientations de la conférence nationale, nous serions comme le Togo. Je vais donner seulement cet exemple. Nous serions comme le Congo. Nous serions comme le Tchad, où des gens sont au pouvoir depuis 30 ans. Le PRPB sera au pouvoir. Le RPT est au pouvoir, qui est devenu UNIR au Togo. Mais s'il n'y avait pas eu la conférence nationale avec ces résolutions historiques, mais on serait dans le régime du PRPB et Talon ne serait pas au pouvoir aujourd'hui. Donc nous sommes le fruit. Ce régime du renouveau démocratique est le fruit de la conférence nationale. Et le nier, c'est faire du révisionnisme. Et c'est extrêmement grave. Et il faut que ces propos soient rétractés le plus rapidement possible. Mais je dis que c'est le contexte qui crée ça. C'est parce que les gens ont intérêt à occulter toutes les luttes que nous avons menées. Et à montrer que c'est aujourd'hui que le pays est sur les rails. C'est extrêmement grave de le penser. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est contraire à l'esprit de la conférence nationale. C'est contraire à ce que nous avons pensé. Comment le pays doit être dirigé? Dans la transparence, l'équité, le droit, la séparation des pouvoirs. Aujourd'hui, tout est confondu. Tous les pouvoirs sont vassalisés. Et on veut que ce soit ça, la vérité d'aujourd'hui. Ceux qui disent ça, c'est qu'ils veulent nous tracer dans une autre voie, nous orienter dans une autre voie. Et c'est extrêmement grave. Il faut demander à ces gens de se rétracter et de retirer leurs visions. Parce que si on les aide dans cette vision-là, nous irons de dérive en dérive. Vous voyez les élections, je termine, qui vont se dérouler en 2021, c'est le plus grand tournant de l'histoire de notre pays. Si nous ratons le coche, si les choses se passent comme ça se passe aujourd'hui, et qu'on organise les élections dans les conditions là, avec ce qu'on appelle des duos factices, si on le fait, nous en aurons 10 ans, 20 ans pour pleurer. Parce que le régime va se durcir et va faire tout ce qu'il n'a pas pu faire jusqu'à présent. Vous allez voir, la Constitution va être encore révisée par des gens qui veulent conserver le pouvoir. Et ça, c'est inacceptable. C'est pourquoi il faudrait que les gens se lèvent pour dire non à tous ceux qui disent que la conférence nationale a été un épiphénomène. Ce n'est pas un épiphénomène. Monsieur Francis Atali, c'est vrai, le président de Mouel Bénin, président d'une formation qui accompagne le chef de l'État, ses ambitions, mais est-ce que, de par sa déclaration, on peut le voir comme missionné pour atteindre un objectif? Je crois que j'ai évoqué les contingences nationales et internationales qui ont conduit à la conférence des forces vives de la nation. Et à l'issue de l'évocation, j'ai fait constater que ce que le président du parti, Jacques Ayadi, a dit était extrêmement grave. Mais connaissant le mode de fonctionnement du chef de l'État, c'est sûr qu'il aurait dû rappeler à l'ordre. Et c'est dans cela que j'aimerais relever quelques insuffisances dans les propos de mon cher ami, vis-à-vis M. Folly. Mais je crois, que le contexte actuel ne justifie pas les déclarations du président du parti Mouel Bénin. Le contexte actuel. Et pourquoi le dites-vous? Oui, parce que ce contexte est un contexte suffisamment assaini où la question des droits et la question des devoirs est plus suivie, est mieux gérée, est encadrée
par des lois pour que lorsque quelqu'un dit quelque chose, qu'il puisse en assumer les conséquences au plan juridique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de déclaration qu'on puisse faire sans que vous ne soyez en capacité d'en répondre ou d'en emporter les conséquences. Alors, je crois que le président du parti, Mouel Bénin, a fait déclaration. Certainement que le chef de l'État lui aurait déjà rappelé à l'ordre. Certainement qu'il va répondre de ses actes. Ceci étant, j'ai constaté évidemment que M. Folli est allé dans un développement un peu excessif. On commence par peut-être le dernier point. Oui, le dernier point sur il parle de la séparation du pouvoir. Il argue d'abord que cette déclaration tient d'une vision qu'on veut implémenter et dans la durée. Non, il a donné l'impression, à travers son développement, qu'on veut saper les bases de la conférence nationale. Oui. Ce qui n'est pas vrai. Parce qu'aujourd'hui, il faut avouer que même la Constitution 2019-40 du 7 novembre 2019, portant révision de la loi 90-32, du 11 décembre 1990, en fait, n'a pas changé de préambule. Un. Et de deux, si vous lisez bien, parce que j'ai les deux textes avec moi, en fait, il y a eu quelques retouches techniques. Ça veut dire que nous n'avons pas changé et dès lors qu'on n'a pas changé de préambule, on n'a pas changé la philosophie déterminante de la conférence nationale. Ça veut dire que, un, la question de l'état de droit demeure, la question de la démocratie demeure, la question de la nature de l'économie libérale demeure, la question du pluralisme politique demeure, sauf qu'à ce niveau-là, il y a eu des réformes qui ont été conduites et qui ont permis de se créer un nouveau modèle politique pour encadrer au mieux l'activité politique, pour éviter la pagaille que nous avions constatée dans la création des partis politiques, le mal transhumant et puis l'hyperpuissance de l'argent. Aujourd'hui, j'ai même appris qu'il y a encore 2 jours, un parti est né. C'est officiel. Ah oui, donc il est possible que chacun crée son parti. En fait, on n'a pas interdit la création. Donc le pluralisme n'a pas été arrêté, contrairement à ce que les gens distillent dans la société. Donc, il faut avouer qu'on n'a pas sapé les bases des acquis de la conférence nationale. La question de la séparation de pouvoir, par exemple, évoquée par votre vis-à-vis. Mais écoutez, nous avions un mal, et à ce titre, vous me permettrez d'évoquer quelques faits historiques. Allez-y. Je prends les textes constitutionnels. Aujourd'hui, on en a probablement 10. Si on part des années 60, vous savez que le premier texte constitutionnel qu'on le Bénin a eu date du 28 février 1959. Mais le second qui a suivi, c'est le 26 novembre 1960. Et cette constitution, déjà là... Non. Oui, le second texte, c'est 26 novembre 60. On a eu... Non. Oui, on a eu un autre texte en 64, un autre texte en 66, voilà. Et on a eu la constitution inappliquée du 28 avril 68. 68, oui. On a eu la constitution 69, et on a eu la charte en fait du 7 mai 70, oui. Et la constitution du 7 septembre 1977, oui. Avant celle de 90. Oui. Donc quand il fait le point, nous en sommes à une dizaine de textes constitutionnels. Vous dites qu'il y en a eu 2? Non, j'ai dit une dizaine. J'ai dit une dizaine. Ok, allez-y. Alors, et quand on voit quelle est la philosophie dominante, parce que en fait, il y a une forte propension du constitutionnalisme béninois, Dahomey d'alors, béninois d'aujourd'hui, à la monocratie. Nous avons tendance à donner plus de pouvoir au chef. Et c'est en cela que j'ai évoqué la constitution du 26 novembre 1960, qui, dans sa disposition article 12, stipulait que le chef de l'État est le détenteur exclusif du pouvoir exécutif. Et ceci a été repris par la Constitution de 68 inappliquée. Aujourd'hui encore, on a constaté que dans la Constitution de 77, en fait, la loi fondamentale, ça a rendu le président Kédougou puissant, en fait, chef d'État, chef du parti, chef de ci, donc, et on a continué avec ça. Et quand on est venu en 90, il faut avouer qu'à ce niveau aussi, on a dit que, article 41 de la Constitution, nous avions dit que le chef de l'État est le garant de la Constitution, n'est-ce pas, et de l'unité nationale. C'est bien dit dans la Constitution. Tout à fait. Alors, cela renvoie forcément à une idée de personnalisation du pouvoir, que vous ne voyez ou non. Et quand on dit qu'il est le père de la nation, ça renvoie à une idée, une formule de sacralisation du pouvoir, avec la notion d'intangibilité du chef. Est-ce que la formule le père de la nation est dans la Constitution de 90? La formule père de la nation, non, pas de la nation. Il est chef garant de la Constitution et de l'unité nationale. Et c'est quoi le lien avec la question de séparation du pouvoir? Oui, ça veut dire en fait que, l'exécutif a été logé
dans son camp, parce qu'une démocratie suppose évidemment qu'il y a une séparation de pouvoir. Donc chaque pouvoir a des compétences et des attributions. Nous avons le pouvoir législatif qui est différent du pouvoir exécutif, mais il est arrivé au Bénin ici, notamment sous le règne d'un président dont on a peut-être peur d'évoquer le nom parce qu'il fait trop de balades, le président Bonigaï, qui a martelé plusieurs fois la télé. Et vous avez vu que nous voulons des rapports complices entre institutions. Et il a jusqu'à dire que quand il dit ping, il n'entend pas là-bas. Oui, votre vis-à-vis se désolait tout à l'heure de ce que la séparation de pouvoir, qui lui considère comme l'un des acquis de cette conférence, n'est plus une réalité aujourd'hui. Vous répondez? Non, je crois que je peux lui objecter ceci, parce qu'en fait, si ce n'est pas une réalité, c'est que l'exécutif allait prendre des décisions en lieu et place, par exemple, du législatif ou du judiciaire. Aujourd'hui, il y a une guerre. Vous avez évoqué une situation là, tout à l'heure. Vous avez dit que les élections qui s'annoncent pour 2021, dans les conditions actuelles, sont un grand tournant. Pour notre pays. Écoutez, il y a un problème que nous avons. Le problème, c'est la légalité. Parce que là, nous avons une assemblée qui a voté une loi. Cette loi est passée par le contrôle de la constitutionnalité. Cette loi votée a été jugée conforme à la Constitution et promulguée par le président de la République. Dès lors qu'elle est promulguée, ça veut dire que cette loi est en vigueur et s'impose à nous tous. Puisque l'article 34 de la Constitution dit, nous fait obligation, nous autres, nous tous, citoyens, à respecter la Constitution et les lois qui sont en vigueur. Donc chaque citoyen est appelé, conformément aux dispositions de l'article 34 de la Constitution, à respecter les dispositions. Alors, et vous dites, les gens disent que la prolongation du mandat... On n'en est pas là. Ça fait encore une autre ouverture. On va statuer sur les aspects que vous avez évoqués. Non, on revient sur la prolongation. Oui, la question de séparation du pouvoir, vous avez suivi votre vis-à-vis. Vous avez évoqué un constat, mais sans illustration. Votre vis-à-vis a illustré tout à l'heure, la séparation du pouvoir est une réalité. Alors, qu'est-ce qui vous pousse, vous, à en dire le contraire? Il a dit tellement de choses. Oui, je devrais pouvoir répondre à toutes les parties. Il a commencé par parler de que la situation actuelle, c'est une situation qui est bonne, si je le comprends, parce que il dit il y a des lois et chacun, dans ses déclarations, doit répondre de ses actes. Pourquoi ce régime n'insiste que sur les déclarations des gens? C'est-à-dire qu'on a des lois, il faut les respecter. Effectivement, nous avons un régime qui a pris des tests à dessein. La loi sur la grève, la loi sur l'embauche, la loi sur sur la magistrature, la composition de la magistrature, des tests taillés sur mesure, dans la loi, le code pénal, qui ont préparé, où par exemple on dit, pas de regroupement non armé. On n'avait jamais vu ça. C'est-à-dire, vous vous regroupez à 5, on peut venir vous disperser, ou on peut dire que vous êtes en train de préparer quelque chose. Donc, le régime actuel a pris des tests à dessein, des tests bien ciblés, pour des objectifs bien précis, pour avoir la tête de ceux qui vont pouvoir dire le contraire. Et c'est ça qui est devenu le modèle de ce régime-là, en disant, nous avons les lois, il faut les respecter. Si vous êtes à côté, donc vous avez enfreint la loi. Mais le régime lui-même n'est pas prêt à respecter la loi. Lorsque le régime, lui, une loi gêne le fonctionnement du régime, le régime, on l'a vu, comme pour la loi interprétative pour les communales, vous avez vu que le régime est revenu en arrière pour dire voilà comment les maires doivent être désignés. C'est du jamais vu dans notre pays. Lorsque on l'a vu plusieurs fois aussi, le certificat de conformité qui n'existait pas dans le code électoral, on l'a introduit à dessein lorsqu'on a vu que si on permettait aux partis politiques de s'organiser pour aller aux législatives, si on ne leur demandait pas ce document, ils seront
nombreux à vouloir. Or, le régime voulait aller dans une direction donnée. C'est pour dire, pour ne pas aller trop loin, que la conférence nationale nous a plantés dans un régime de séparation de pouvoir, de liberté. Et il a dit tantôt des partis secrets. Oui, les partis secrets. Mais tout a été fait pour qu'il n'y ait que 2 grands partis au sein du Parlement qu'il a eu. Et quand les deux partis se sont regroupés là, tout le reste, ça sert de décor. Ce sont des clubs électoraux. Vous ne me direz pas le contraire. Même les 2 partis qui ont été créés dans le cadre de la réforme du système partisan, les 2 partis fonctionnent comme des clubs électoraux. Pourquoi? Parce qu'on a dit, écoutez, on a fait la réforme du système pour que les partis soient au cœur donc de l'action politique, pour que les politiciens puissent désigner leur propre. Mais à cette élection, près de 5 ans, alors qu'on a permis aux députés de se présenter et de se représenter au Parlement, on n'a vu aucun candidat éligible à la présidence se présenter en dehors du candidat Patrice Talon, qui n'est d'aucun parti. Comment voulez-vous avoir fait une réforme du système partisan pour permettre aux partis de devenir la cheville ouvrière du débat politique, et puis après, vous voyez qu'à la fin, il n'y a plus personne. Donc, je veux vous dire tout simplement que le régime de séparation de pouvoir que vous avez dénoncé, vous avez dit que vous étiez dans un développement pour dire que sous l'indépendance, depuis l'indépendance, nous avons voulu renforcer le pouvoir exécutif, en prenant l'exemple de la loi de 1960, et vous êtes revenu à la loi fondamentale de 72 pour revenir à l'état actuel, que l'exécutif que nous avons créé a été créé à dessein parce qu'on voulait un président fort, c'est ça? Pas à dessein, parce que c'est la Constitution de 90. Oui, je dis ça. Donc la Constitution de 90, on pourra. A voulu le corriger. Non, on pourra penser ce qu'on. Oui, bien sûr, mais quand on l'a voulu le corriger, c'est-à-dire que ce choix vers un exécutif fort est lié à un petit syndrome que nous avons connu en 64-65, lorsque le président Omar Egbe et la Piti étaient au pouvoir, élus en même temps. Ils n'ont pas pu s'entendre, on parlait de bicéphalisme. Et c'est contre ce bicéphalisme que les rédacteurs de la conférence de la Constitution de 90 ont dit qu'il faut renforcer le pouvoir exécutif. On pourra penser tout ce qu'on veut de ce pouvoir exécutif qui a été effectivement créé. Moi, de mon point de vue, c'est un pouvoir qui ressemble à un pouvoir monarchique. Ça, c'est mon point de vue. Mais on a voulu le faire parce qu'on ne voulait pas tomber dans le syndrome de 2 personnes qui se chamaillent à la tête de l'État. Mais le résultat de la Constitution de 90, si nous avons quelqu'un qui veut appliquer cette Constitution comme nous le voyons maintenant, il peut en faire ce qu'il veut lorsqu'il a une majorité qualifiée pour modifier, pour nommer les chefs d'institution. Et c'est ce qui est arrivé. Vous avez vu que toutes les institutions sont presque vassalisées. Le pouvoir du Parlement est dans les mains. Vous avez dit que ce n'est pas le chef de l'État qui décide, mais c'est tout comme. Vous avez vu comment le Parlement monocolore a été installé. Vous voyez comment la justice fonctionne. Comment on a créé la criette pour refaire des jugements, c'est-à-dire pour remettre même en cause l'autorité de la chose jugée. Une affaire jugée déjà, on ressuscite ça par le biais de la criette. Donc, les pouvoirs exécutifs, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, tout ça, c'est dans les mains d'une seule personne. Vous avez dit que ça a commencé, cette complicité sous le régime Yahi. Je suis d'accord avec vous. C'est depuis le régime Yahi qu'on a créé cette forme de conclave des chefs d'institutions qui se retrouvent et qui s'entendent pour aller. Et le président Talon qui est venu a corsé la nôtre lorsque, à la veille des législatives, alors que le président Adrien Mbedji était chargé d'aller négocier la participation des partis politiques de l'opposition, alors que le président Mbedji n'avait pas fini cette tâche, immédiatement, vous avez vu qu'il y a eu la réunion du conclave qui a décidé d'organiser les élections législatives dans les conditions dans lesquelles ça s'est déroulé. Et vous avez vu le résultat, c'est le Parlement monocolore que nous avons. Et si nous prenons garde, nous allons avoir une présidence très forte
aux élections de 2021 où il aura écarté la plupart des candidats potentiels et nous aurons alors le pouvoir fort qu'il veut avoir, qui pourra réviser tout. Et il n'a pas fait la révision telle que vous avez dit tantôt, il n'a pas révisé le préambule, mais il va le faire. Parce que si vous lisez le préambule, vous ne pouvez pas être d'accord avec ce que vous avez dit tantôt, que c'est des révisions techniques, c'est des choses qui ont été changées techniquement. On avait dit qu'ils allaient réviser la Constitution pour 2 raisons. Pour inclure les femmes et pour créer la Cour des comptes. Oui. À ce jour, à plus de 6 mois après cette révision constitutionnelle, la Cour des comptes n'a pas été créée et les femmes n'ont pas eu le rôle qu'elles ont eu. C'était donc un prétexte pour faire un test à mesure et après modifier comme on veut. Parce que si vous lisez la Constitution, vous lisez le préambule, vous verrez que le constituant a dit clairement que le peuple béninois est contre un régime d'arbitraire et de pouvoir solitaire, de pouvoir clanique. C'est dit dans le préambule. Or, ce qui se passe actuellement, ce n'est rien d'autre que le pouvoir personnel, l'arbitraire qui dirige tout. Est-ce qu'on peut le dire? En tout cas, il faut, dit-on, vous permettez, puisque le sujet qui nous unit, c'est autour de cette accession. Non, c'est en lien. Permettez, vous allez voir le lien tout de suite. Alors, si les Béninois en sont à faire tout ce débat aujourd'hui, dira l'auteur de la session qui nous réunit, c'est parce que la conférence de 90 n'aura pas, dit-il, reflété les aspirations profondes du peuple. Donc, dira-t-il, un habit en somme mal cousu. Vous répondez quoi? L'esprit en gouvernance. Non, je crois que les aspirations profondes du peuple, c'était quoi? C'était que le régime monolithique qui avait cours de 72 à 89 était confronté à une série de difficultés. Et en riposte, le peuple s'est soulevé pour réclamer un certain nombre de choses, notamment la gestion évidemment de la gestion des affaires publiques de façon efficiente, mais aussi le peuple réclamait plus de liberté. Or, en retour, vous avez vu que le pouvoir de Kédékou a opté pour la répression. Donc il y a eu une dérive totalitaire qui a conduit à l'effondrement du régime en 89. Et le paradoxe, c'est qu'en 89, en juin 89, le régime a été obligé de signer le PAS, alors qu'un régime socialiste qui va signer les conditionnalités avec les capitalistes, cela sort de l'ordinaire. C'est extraordinaire. Alors, en 90, j'ai voulu relever 2 choses. Le peuple avait soif de liberté, mais avait soif de pain. Puisque vous savez qu'en 86-87, il y avait des arriérés de salaire qu'on avait accumulés. Donc, il fallait trouver une formule pour que, le pays s'ouvre une ouverture démocratique, d'où la conférence de la Baule, pour aider à une ouverture avec des conditionnalités. Et 90 est venu pour sauver. Le peuple, en fait, a eu la liberté. Puisque vous savez que le Sekmana n'a plus existé. Donc le peuple a été satisfait. Le peuple est satisfait. Okay. Et le pain. La nature du régime politique, la nature de l'économie a changé. C'est une économie libérale. Et vous avez vu que nous étions à moins de 2% de croissance économique en 89. Et avec les efforts qui ont été faits par le président qui est Nicéphore Soglo, on a connu en fait des performances économiques exceptionnelles, ce qui a permis évidemment d'apporter un bien-être aux populations. Donc le peuple a eu aussi le pain. Ça veut dire que 90 n'a pas été un échec. 90 a permis de corriger l'état du régime monocentriste marxisant qui avait pratiquement tout verrouillé. Régime de négation des droits de l'homme, vous le savez, parce que Sekmana existe, ils sont encore là avec des séquelles. Alors vous envoyez à la poubelle les déclarations du président du parti Mouel Béné? Je crois que c'est du braquage contre l'histoire et c'est à la poubelle. Alors, on conceptualise cette volonté du peuple satisfait hier, comme vous le dites, à la mettre en phase avec les données actuelles. Que répondez-vous? Je crois qu'aujourd'hui, on doit être fier de la façon dont le pays est gouverné, pour 2 raisons. Oui. Au plan économique, vous avez vu les loyers qu'on a célébrés. Les séparations et les pôles économiques? Oui, à part les pôles économiques qui sont performants, il y a aussi la démocratie. Démocratie et droits de l'homme. L'économie libérale? Toujours libérale. C'est ça. Oui, ça n'a pas changé. Okay. Puisqu'on est parti de l'économie planifiée, l'économie socialiste, à une économie libérale, donc on n'a pas changé la nature de l'économie. Et vous avez vu évidemment que depuis lors, depuis 90, il y a eu des élections qui sont organisées de façon régulière et l'alternance au pouvoir. L'alternance et les élections sont les mamelles nourricières de la démocratie. J'ai souvent dit ça, vous le savez un peu bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, les élections, vous le savez, 91, ça a été une difficulté. Moi, j'étais à Parakou, je sais que ça n'a pas été facile pour que quelqu'un quitte le pouvoir, pour que Soglo vienne. Donc, depuis 91 à aujourd'hui,
nos élections-là, nous y entrons presque KO, mais nous en sortons OK. Maintenant, c'est mieux maintenant. Parce qu'il y a un génie béninois, qui se manifeste. Il est optimiste. Donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'horizon semble un peu nuagé, parce que les acteurs politiques qui doivent faire preuve de maturité et de responsabilité, à un moment donné, on fait du dilatoire et on fait des parades. Et ça a permis au régime qui est en place de continuer dans sa dynamique et de réussir à faire asseoir un certain nombre de systèmes. Donc, le format qui est en place a permis au régime d'avoir des maires, des députés. Parce qu'à un moment donné, l'opposition qui devait jouer son rôle n'a pas joué. Or, il faut bien dans une démocratie que l'opposition qui doit porter la contradiction puisse mieux s'organiser pour pouvoir porter la contradiction et offrir une alternative crédible aux populations. Le peuple est blasé et aujourd'hui a besoin évidemment qu'on éclaire. Et je crois qu'aujourd'hui, les débats que nous devons faire, c'est des débats qui doivent aider surtout à créer l'atmosphère de paix, l'atmosphère du vivre ensemble, l'atmosphère de la convivialité, pour que le Bénin se mette ensemble. Qu'on sache que c'est le bien que M. Folly et moi avions ensemble en partage, c'est le Bénin. Donc, qu'on soit opposant ou mouvancier, nous avons un programme pour que le Bénin se développe. Je ne vois pas en quoi nous allons nous cisailler. La dynamique actuelle doit-elle se poursuivre ou pas? Je crois qu'il faut poursuivre la dynamique pour que nous allions à la renaissance du Bénin. Vous avez vu que le géniteur du changement et de la refondation a beaucoup fait, au point qu'à un moment donné, il a marqué pour dire qu'il faut aller à la dictature du développement. Merci beaucoup. Aujourd'hui, M. Vincent Folly. Il y a une dynamique qui est en cours. Cette dynamique va saluer parce que ça produit des résultats impressionnants. Et je crois que le peuple est en train de changer. Et le grand changement, c'est la mentalité. Merci beaucoup, oui. Une dynamique actuelle qui ferait tache d'huile. Je suis totalement aux antipodes de ce que mon ami vient de déclarer, que nous avons un régime qui fonctionne bien, que tout va bien, les indicateurs économiques sont bons. Je veux bien qu'il me précise ce que sont ces indicateurs économiques. Le régime est toujours libéral et que c'est le libéralisme prôné par la conférence nationale qui continue. Heureusement que nous avons déjà soldé le compte de la déclaration de notre ami à propos de la conférence nationale. C'est à jeter à la poubelle. C'est une déclaration qui ne tient pas compte de ce que nous avons vraiment fait à la conférence nationale et de ce qu'elle doit faire. Je vais dire tout à l'heure les insuffisances qu'il peut y avoir dans les déclarations des uns et des autres. Mais je suis totalement à l'opposé de ce qu'il a dit, que les indicateurs sont bons et que tout se passe bien. Qu'est-ce qui se passe bien dans notre pays? Qu'est-ce qui est bien? Comment l'économie est gérée? Qui est-ce qui gère le coton? À qui profite le coton? À qui profite le porc? À qui profitent les ressources les plus importantes? Vous êtes supposé apporter des éléments que non, des interrogations. Non, je pose la question. S'il répond, moi je connais la réponse. Et je dis que dans ce contexte-là, je ne peux pas dire qu'un pays qui est obligé, un gouvernement qui est obligé d'aller faire des emprunts obligataires tous les mois, on a même dit dans le budget actuel de 2021 que c'est mensualisé. Donc on ne nous parlera même plus. Alors qu'on l'annonçait, les emprunts obligataires, maintenant on n'annoncera plus. Le régime ira chercher de l'argent pour payer les salaires et faire ses infrastructures. On dira rien. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Donc, nous avons un problème de transparence. Nous avons un problème de... fera des emprunts pour payer des salaires? Non, ils vont le faire. Et puis s'ils l'ont dit qu'ils vont le faire, il pourra m'aider. L'expert en gouvernance l'a dit. Dans le budget, on a dit qu'on en fera presque tous les mois. Et c'est prévu, alors que par le passé, on ne disait pas ça. Oui. Mais on ne peut pas lier ça au salaire, M. Vincent Folly. Non, je ne sais pas pourquoi un régime doit aller emprunter chaque mois. Chaque mois. Et la dernière fois, on est allé prendre des eurobonds. Et tout ce que j'ai pu lire jusqu'à présent, c'est que ces eurobonds vont servir à payer les anciennes dettes et nous en aurons jusqu'à dans 30 ans. C'est extrêmement grave. Donc, lorsque il peint en rose le tableau de la gestion du pays, moi, je vois les lois qui sont antidémocratiques, comme la loi sur la grève, la loi sur l'embauche, la loi sur les regroupements, le code pénal. J'ai cité toutes ces lois tout à l'heure. Et je ne peux pas être à l'aise dans un texte comme ça. Mais bien sûr, puisque la Cour africaine des droits de l'homme a reconnu qu'il y avait des problèmes et qu'il fallait revenir à la Constitution qui a été votée en catimini, nuitamment.
nuitamment. Notre ami ne cite pas ça. Il voit que c'est un Parlement qui a voté la loi et ça s'impose à tous. Oui, on l'a fait comme ça parce que ça arrange un système. On veut instaurer un système. Et c'est ce système-là qui va nous écraser à partir de 2021 lorsque le pouvoir sera repris. Vous avez vu comment, par le biais du parrainage, on a verrouillé le système des élections. Vous avez vu, et que celle qui est en prison actuellement de manière maladroite pour un délit, pour moi, non constitué, ce n'est qu'une diversion qu'on fait pour dérouler le plan, alors que le problème fondamental que le parrainage a amené, à savoir l'exclusion. Pourquoi dit-on qu'on doit avoir 16 parrains au moins, 16 parrains au moins, et quelqu'un s'arroge 118? Et c'est qui, quelqu'un, là? C'est le chef de l'État qui s'est arrogé 118. C'est un chiffre qui est quelque chose. À quoi lui servent les 102 autres parrains? À quoi lui servent? Et la Cour constitutionnelle, qui est l'organe de régulation, si elle fonctionnait correctement, aurait dû dire que les 102 autres pourraient être répartis pour que nous ayons une vraie concurrence. Comment peut-on dire que le professeur Ayivo, qui a fait le tour du pays, ne puisse pas se présenter pour présenter son programme, et que nous n'avons jamais vu je veux parler du duo Humpé composé de Djemba, que je n'avais jamais vu vouloir présider, sans parler de ce second duo Koué et Irénée Agossa. Je ne les ai jamais vus prétendre à une chose. Or, depuis 2 ans, il y a quelqu'un qui sillonne le pays, qui a dit « Moi, je veux diriger », et on l'empêche. Parce que le chef de l'État a arraché 102 parrains, alors que 16 seulement lui suffisent. Donc, c'est un système qui est bétonné, qui a été verrouillé. Et vous voyez, vous voulez que moi j'évolue dans ce système, et vous dites que c'est ce système-là qui est bon pour moi. Parce qu'aujourd'hui, contrairement à la conférence nationale, où l'esprit de consensus, l'esprit démocratique présidait à toutes les décisions, aujourd'hui, c'est une seule personne qui décide pour nous. Il veut construire un marché ici, qui va le faire. Il veut casser une maison ici, il va le faire. S'il veut construire la route de l'aéroport à Chose, il voit que aujourd'hui ça a été mal fait, il peut décider qu'on le fasse, il peut décider de casser une autre maison. Donc, le pays est géré par une seule personne qui guide tout le monde au plan des partis. Les partis sont aux ordres. Ceux qui s'appellent UP et BR, vous savez, ils ne sont là que pour encaisser. Ce sont des clubs électoraux et qui sont chargés simplement d'apporter des voix au chef de l'État, qui ne fera plus de déplacement. Vous allez le voir, il ira peut-être dans 2 ou 3 villes. Le reste, ce sont les clubs électoraux là qui vont se partager la division. Est-ce que c'est ça que nous avons voulu? À la fin de la conférence, un pouvoir personnel où quelqu'un décide que c'est demain, c'est comme ça que les choses vont se passer et que ça ne sera pas autre chose. Donc moi, c'est ça l'esprit de la conférence nationale, et c'est ça, sur ça, que les gens comme Jacques Ayadi interviennent pour dire voilà ce qu'il faut faire, parce qu'ils ont trouvé. D'éclairage, mesdames, messieurs, vous l'avez compris, les Béninois de plus en plus partagés autour de quelque chose qui manifestement les aurait réunis hier. En tout cas, autre temps, autre mœurs, nous dirons certains analystes. Si vous devez conclure ce plateau-ci, que diriez-vous? J'aimerais exhorter les Béninois surtout à la tolérance, parce que la tolérance est une vertu essentielle de la démocratie. Et je voulais dire aussi à M. Follier de ne pas faire des procès d'intention. Et quant au parrainage, en fait, on peut avoir 118 ou 119, ça ne veut rien dire. Parce que si vous venez, si vous venez négocier et que vous ne pouvez pas convaincant, on ne va pas vous attribuer le parrainage. Lui, il a négocié avec qui? Le chef de l'État a négocié avec qui? On est à la fin du plateau, on reviendra au besoin. Il faut qu'on aille à la sauvegarde et à la consolidation des acquis démocratiques. Il faut que les acteurs politiques fassent preuve de maturité et qu'ils sachent raison garder. Merci beaucoup. Votre conclusion? Non, je n'ai plus rien à dire, puisqu'il a conclu. Moi, tout ce que j'ai dit, je suis dans cet ordre-là. Nous voulons un régime démocratique. C'est ça qu'on a voulu à la conférence nationale. Et ce n'est pas ce que nous avons aujourd'hui. C'est un pouvoir personnel qui dirige le pays et qui régente tout. À chacun sa pensée. Merci à vous, M. Vincent Follier. Merci également à vous, M. Loge Attadé Francis, d'avoir été là. Chers téléspectateurs, oui, nos reconnaissances infinies. Je vous accompagne sur cette citation très célèbre de François Fanon. Chaque génération doit, dans une relative opacité, affronter sa mission. La remplir ou la trahir. Bonne méditation renouvelée chez vous. À très bientôt.
Restez informés à chaque instant sur SICA.